Maintenant, après la présentation de plus de 48 minutes sur ce bonhomme, sur ses œuvres, et 48 minutes où je n'ai pas arrêté de manger des bonbons, je suis envahi par le sucre, aidez-moi. Eh bien, place à la présentation de son long métrage King Kong. Le long métrage King Kong de Peter Jackson est donc sorti le 14 décembre 2005 dans nos salles obscures. Il dure 3 heures et c'est de l'aventure, du fantastique. Et en 2005, je n'avais que 3 ans. Voilà, je n'avais que 3 ans et je spoil un peu mon avis sur le film, mais j'aurais adoré voir ce film en salle à l'époque. Et soudainement, je me rappelle une anecdote de mon cousin qui m'énerve particulièrement, puisque en 2003, quand est sorti Le Retour du Roi, eh bien mon cousin a eu la chance d'être tout seul dans la salle, et moi je n'avais que 1 an. Voilà, écoute, Nicolas, si tu écoutes ce podcast, je te déteste du plus profond de mon âme. Mais bon, King Kong de 2005, c'est scénarisé et réalisé par Peter Jackson, mais au scénario, on retrouve également Fran Walsh et Philippa Boyens, qui ont toutes deux bossé sur le Seigneur des Anneaux, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Fran Walsh, eh bien, c'est la femme de Peter Jackson. C'est d'après l'œuvre de Marianne C. Cooper et Edgar Wallace, et pourquoi sur chacune de leurs photos, ils ont une clope au bec, c'est pas possible. Ne fumez pas les illustros, c'est très mauvais pour la santé. D'accord ? Merci. Et au casting, alors là, on retrouve des bien beaux noms, puisqu'il y a Naomi Watts dans le rôle de Anne Darrow, Jack Black, que j'aime de tout mon cœur pour son rôle de Po dans Kung Fu Panda, dans le rôle de Carl Dimham. Par contre, petite digression, Jack Black, réfléchis bien à tes choix de carrière, frérot, parce que là, tu as joué dans Borderlands et ton prochain film, c'est Minecraft. Jack Black, s'il te plaît, ressaisis-toi, pitié. Ensuite, au casting, nous retrouvons Adrien Brody, un acteur 2 fois oscarisé, une fois pour Le Pianiste en 2002 et une deuxième fois en 2025 pour The Brutalist à la dernière cérémonie des Oscars. The Brutalist de Brady Corbett, qui est un long métrage que j'ai vu et que j'ai vraiment bien aimé. Après, je le trouve pas si marquant que ça. Voilà, pour ceux ou celles qui souhaitaient mon avis dessus. Adrien Brody qui joue le rôle de Jack Driscoll, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. D'ailleurs, j'ai oublié de dire également qu'il a joué dans la 3e suite de Predator. Voilà, c'est l'info qui est intéressante ou pas, mais bref, Andy Serkis est également au casting, il joue Lumpy, mais il joue également King Kong, et oui, parce que Andy Serkis, c'est un acteur qui est professionnel dans le rôle de la motion capture, il a notamment joué Gollum dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, et également César dans la dernière trilogie La Planète des Singes, qui était excellente. D'ailleurs, pour ceux ou celles qui ne sauraient pas ce que c'est la motion capture, eh bien la capture de mouvement, motion capture en anglais, est une technique permettant d'enregistrer les positions et rotations d'objets ou de membres d'êtres vivants pour en contrôler une contrepartie virtuelle sur ordinateur, caméra, modèle 3D ou avatar. Une restitution visuelle de ces mouvements en temps réel est faite via le moteur de rendu 3D de l'application interfacée avec le matériel utilisé qui peut les stocker dans un fichier d'animation de type BVH pour être traité ultérieurement dans un logiciel 3D classique, Maya, 3ds Max, XSI, Cinema 4D, etc. Ou bien via un plugin vers Motion Builder, logiciel spécialisé dans le traitement, l'édition, le filtrage ou l'exportation de ces animations. Bon, en lisant cette description Wikipédia, je pensais que ça allait vous aider à comprendre. Je ne suis pas sûr, même moi j'ai pas tout compris là. Et des films en motion capture, il en existe plein, notamment Le Pôle Express sorti en 2004, Monster House sorti en 2006, La Légende de Beowulf sorti en 2007, Le Drôle de Noël de Monsieur Scrooge sorti en 2009, qu'est-ce que j'aime ce film, ainsi que Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne sorti en 2011 et Pourquoi j'ai pas mangé mon père sorti en 2015. Vous vous souvenez de ce film réalisé par Jamel Debbouze où ils avaient la volonté de ressusciter Louis de Funès ? Non ? Bah moi aussi, j'en ai plus trop de souvenirs. Mais bon, ça c'est pour les longs métrages.
entièrement réalisés avec de la motion capture. Il y a les longs métrages qui utilisent de la motion capture, mais qui ne sont pas 100% motion capture. En témoignent les longs métrages La planète des singes avec Andy Serkis. Et rendons à César ce qui appartient à César, sans mauvais jeu de mots, n'oublions pas que l'un des pionniers de la motion capture au cinéma n'est autre que Robert Zemeckis, à qui l'on doit un paquet de chefs-d'œuvre, et à qui l'on doit un petit paquet de bouse aussi, faut pas l'oublier. Et c'est un petit peu dommage. Mais bon, allez, trêve de parenthèse, revenons sur Andy Serkis. Andy Serkis qui n'est pas qu'acteur, puisqu'il est également réalisateur, car en 2017, il a sorti le long métrage Breath, un film très bon. En 2018, il a sorti Mowgli, la légende de la jungle directement sur Netflix, un film très particulier, mais franchement pas inintéressant, notamment dans sa technique. Et en 2021, il a sorti Venom, Let There Be Carnage. Pourquoi, Andy ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as endommagé ta carrière de réalisateur avec ce film ? Et enfin, pour finir avec Andy Serkis, et là c'est plutôt la classe, il a été réalisateur de seconde équipe sur les 3 films Le Hobbit. Bon, sinon, pour continuer sur King Kong, nous retrouvons au casting Thomas Kretschmann, Colin Hanks, Kyle Chandler et Jamie Bell. Jamie Bell qui a interprété le rôle de Billy Elliot, mais également de Tintin, dans l'adaptation de Spielberg, produit par Peter Jackson. Tout est lié, j'ai envie de vous dire. Jamie Bell, qui a également interprété le rôle de Ben Grimm, la chose dans Les 4 Fantastiques de 2015. Ouais, un sacré raté en termes de carrière, mais attendez, il s'est rattrapé en 2019 en jouant dans Rocketman le rôle de Bernie Taupin. Voilà, Rocketman, voyez ce film parce que c'est absolument génial et la performance de Jamie Bell est, ma foi, très très bonne. Ensuite, pour la petite anecdote, au casting, il y a Jim Knobloch qui est un acteur qui a été, je pense, très populaire à l'époque, puisqu'il a joué dans la série Dr. Quinn Femme Médecin, qui était très populaire à l'époque. Je pense que vous l'avez vu étant enfant. En tout cas, moi, je l'ai vu étant enfant. Et après Dr. Quinn, il a joué dans King Kong, donc. Et ensuite, dans Grand Galop, saison 3, Angry Boys, saison 1. Et après, sa carrière s'est poursuivie, mais pendant très peu de temps. Voilà, juste, ça me faisait rire de me dire que il y a un acteur de Dr. Quinn que je pensais être un nobody, désolé, mais qui a joué dans le King Kong de Peter Jackson. Ensuite, dans le rôle de producteur, nous retrouvons évidemment Peter Jackson, Fran Walsh qui a produit les films Seigneur des Anneaux, Jan Blankin qui, selon Allociné, n'a produit que King Kong, et Caroline Cunningham, j'espère que je prononce bien son prénom, qui a produit notamment les films Hobbit, mais également Lovely Bones, District 9 et Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne. En directeur de la photo, nous retrouvons Andrew Lesnie qui a notamment bossé sur Babe, le cochon dans la ville. Voilà, c'est une info. Vous la prenez comme vous voulez. Mais après, il a également bossé sur les 3 Seigneurs des Anneaux, sur les 3 Hobbits, mais également sur Lovely Bones. J'aime ce directeur de la photographie, qui malheureusement est décédé le 27 avril 2015, soit peu de temps après la conclusion de la trilogie Hobbit. C'est très triste, on aurait beaucoup aimé admirer encore plus de ces nouvelles images. Enfin, à la musique de King Kong, nous retrouvons un compositeur de génie, aka James Newton Howard, à qui l'on doit notamment ces sublimissimes morceaux. C'est un compositeur dont j'écoute les bandes originales extrêmement souvent, notamment parce que j'aime beaucoup la manière dont, dans ses morceaux, il travaille les chœurs féminins ou masculins à chaque fois, ou tout simplement la manière dont il travaille la voix en solo d'une chanteuse ou d'un chanteur.
Et puis enfin, je vais finir là-dessus concernant James Newton Howard. Il a composé une bande originale que j'aime de tout mon cœur, c'est la bande originale du film Le Dragon des Mers, la dernière légende. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, j'en avais déjà parlé sur la chaîne dans un épisode du Pot Pourri, je crois. Mais bref, j'adore sa bande originale que j'écoute très souvent également parce qu'elle me fait tout bonnement rêver. Et si je vous en parle, c'est parce que cette bande originale, alors moi je suis sur Spotify, je suis pas sur Deezer, désolé la team Deezer, mais cette bande originale n'est absolument pas disponible sur Spotify. Et je me demande même si elle est disponible sur d'autres plateformes à part YouTube. Je trouve ça très étrange. Si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas à me la donner, je vous en remercierai grandement. Et donc voilà les Illustros, c'en est presque fini pour la présentation de ce King Kong. M'en voulez pas si j'ai été un petit peu long, je voulais être le plus précis, le plus détaillé possible. Et d'ailleurs pour continuer dans le détail, eh bien qu'est-ce qu'il nous raconte ce King Kong de Peter Jackson? Bah oui, c'est important. New York, 1933. Anne Darrow est une artiste de music hall dont la carrière a été brisée net par la dépression. Se retrouvant sans emploi ni ressources, la jeune femme rencontre l'audacieux explorateur-réalisateur Carl Dinan et se laisse entraîner par lui dans la plus périlleuse des aventures. Ce dernier a dérobé à ses producteurs le négatif de son film inachevé. Il n'a que quelques heures pour trouver une nouvelle star et l'embarquer pour Singapour avec son scénariste Jack Driscoll et une équipe réduite. Objectif avoué, achever sous ses cieux lointains son génial film d'action. Mais Dinan nourrit en secret une autre ambition, bien plus folle. Être le premier homme à explorer la mystérieuse Skull Island et en ramener des images. Sur cette île de légende, Dinan sait que quelque chose l'attend qui changera à jamais le cours de sa vie. Et alors, la première question que je pose, c'est est-ce que ce King Kong de Peter Jackson est un long métrage apprécié par la presse ou encore les spectateurs? Juste avant d'y répondre, je tiens à rappeler que ce podcast est bien évidemment chapitré de bout en bout, donc si une partie vous intéresse plus qu'une autre, n'hésitez pas à aller vous rendre directement dessus. Même si c'est cool d'écouter le podcast en entier, j'avoue. Mais donc, si tout d'abord nous nous rendons sur le site Allociné, eh bien le long métrage affiche une très jolie moyenne presse puisqu'il est à 4 étoiles sur 5 et il affiche également une très jolie moyenne spectateur puisqu'il est à 3,9 sur 5, soit seulement 0,1 de moins que la presse. Donc on peut dire que les spectateurs hallucinés, King Kong de Peter Jackson, ils kiffent. Sur Sens Critique, par contre, les spectateurs, ils kiffent un peu moins, mais ça reste tout de même dans les clous, puisque le long métrage possède une moyenne de 6,4 sur 10. Non, par contre, là où le bas blesse, c'est sur Rotten Tomatoes, qui n'est donc pas un site français, c'est un site américain. Alors pour les tomatometers, il affiche une très jolie moyenne de 84%, par contre, pour les popcorn meters, aïe, 50%. Je vois, juste en face de moi, le sachet de popcorn qui s'écroule par terre. C'est pas très agréable à voir, et ouais, je suis un peu triste. Je suis un peu triste que le film ait reçu une moyenne comme ça de la part des popcorn meters. Et enfin, si nous nous rendons sur le dernier site que j'ai sélectionné, à savoir Letterboxd, le long métrage affiche une moyenne de 3,4 sur 5, ce qui est à peu près similaire à la moyenne qu'il a sur Sens Critique, je pense. Voilà, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus énormissime pour un film de Peter Jackson. D'ailleurs, j'en profite, je tiens un compte Letterboxd, n'hésitez pas à aller me suivre dessus. Je fais des reviews drôles. Enfin, j'espère qu'elles sont drôles. Voilà, c'était le moment pub insupportable. Pour vous donner un avant-goût de mon avis avant de le creuser en profondeur, de base, j'ai mis un 7 sur 10 à King Kong, mais plus le temps passe, plus le film tourne dans ma tête, plus je pense que je vais opter pour un 8 sur 10. Maintenant, on va rentrer dans une section qui a tendance à énerver pas mal de monde, je peux comprendre, mais je pense qu'elle est tout de même utile à ce podcast. Combien le long métrage King Kong a-t-il coûté ? Eh bien, d'après ce que je vois, il a coûté 207 millions de dollars, ce qui est encore maintenant un budget extrêmement conséquent. Et alors, combien a-t-il rapporté ? Est-ce que ça a été un franc succès, un petit succès, ou alors un énorme et triste bide ? Eh bien, j'ai les informations juste devant les yeux, je vais vous les communiquer maintenant. D'ailleurs, ces informations, je les ai grâce à un site qui s'appelle Box Office Mojo. Je vous mettrai bien entendu le site dans la description si ça vous intéresse de voir combien vos films préférés ont rapporté partout dans le monde. Pour ce qui est de King Kong, domestiquement, il a rapporté 218 millions de dollars, internationalement
parlant, il a remporté 338 millions de dollars, et dans le monde, il a remporté 556 millions de dollars. Alors, c'est pas un bid dans le monde, par contre, domestiquement, c'est un petit peu plus compliqué. Le long métrage a coûté 207 millions, il a rapporté 218 millions. On peut pas dire, si je ne me trompe pas, que ça soit un franc succès domestiquement parlant. De toute façon, les Illustros, il faut savoir que si un long métrage sort et qu'il a coûté par exemple 200 millions de dollars, eh bien s'il rapporte domestiquement parlant 250 millions de dollars, ça ne veut pas forcément dire qu'il a été rentable. Parce que oui, il y a le budget alloué au long métrage, mais il y a également le budget alloué à la promotion du long métrage. Et parfois ce budget peut s'élever très très haut, à 50 voire 100 millions si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, Écran Large a réalisé une excellente vidéo sur le sujet, je vous la mettrai en description, elle est vraiment très complète et très claire, n'hésitez pas à aller la regarder pour de plus amples informations. Sinon, pour ce qui est de la France, le long métrage a totalisé 3 559 571 entrées. Maintenant, dernière section avant de parler amplement du film, est-ce que King Kong a remporté des prix? Et oui, moi j'aime toujours ce genre de section. Premièrement, le film a reçu beaucoup de nominations, et ensuite, il a eu 6 prix. Par exemple, au Saturn Awards Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Film 2006, il a été nominé en meilleur scénario, en meilleur réalisateur, en meilleur costume, en meilleur maquillage, en meilleur film fantastique et enfin en meilleure actrice. Et il a remporté 2 prix, à savoir le prix de la meilleure actrice pour Naomi Watts et le prix du meilleur réalisateur pour Peter Jackson. Ensuite, au BAFTA Awards Orange British Academy Film Awards 2006, il a reçu 4 nominations et 1 prix. Pour ce qui est des nominations, il a eu meilleur maquillage, meilleur décor, meilleur son et meilleur effet visuel. Et pour ce qui est du prix, eh bien évidemment, il est revenu aux meilleurs effets visuels pour Richard Taylor, Christian Rivers et Joe Letteri. Enfin, pour 4 nominations aux Oscar Academy Awards de 2006, il a reçu 3 prix. Il a été nominé en meilleur décor, meilleur effet visuel, meilleur son et meilleur montage sonore. Et il a reçu le prix pour meilleur son, meilleur montage sonore et bien entendu, meilleur effet visuel. Maintenant, énorme suspense les Illustros, on va voir si tous ces prix étaient mérités. Bah oui, ils étaient mérités. De toute manière, je vous ai dit en intro que j'aimais beaucoup le film, donc il n'y a pas de suspense. Pourquoi il n'y a pas de suspense? Pourquoi je construis aussi mal mes podcasts? Pourquoi? I've come into possession of a map. An uncharted island. Donc, King Kong de Peter Jackson est un long métrage que de base j'aime beaucoup. Mais plus le temps passe, plus je l'aime de plus en plus. Et dans ce podcast, je vais l'analyser en profondeur en revenant sur de multiples séquences composant le film. Et je précise qu'ici, je vais parler de la version courte et non de la version longue. Version courte entre guillemets, puisque cette version courte dure quand même 3 heures, mais la version longue, elle dure 3h20. Je ne vais pas parler de la version longue pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas vue. Voilà, c'est une raison qui a du sens, je pense. Bref, tout d'abord, commençons par parler de l'introduction du long métrage. L'introduction du long métrage qui, comme toutes les introductions de films réalisés par Peter Jackson, commence sur les chapeaux de roue. D'entrée de jeu, il y a un sacré rythme qui est posé et correctement travaillé, ça fait franchement plaisir. Et ce que j'ai toujours aimé dans les introductions de Peter Jackson, c'est la façon dont il va travailler un contraste net entre l'ambiance ou l'époque qu'il dépeint et le premier personnage de l'œuvre que nous allons suivre. On pourrait croire que le personnage qu'on va suivre pleinement durant toute cette première partie, c'est le personnage de Anne Darrow, mais pour moi c'est vraiment le personnage de Carl Denham qui va être le plus important. C'est lui qui va enclencher le récit, lui qui a passé toute son adolescence dans la période des années folles, période qui s'est étendue de 1920 à 1929, et justement, d'entrée de jeu, ce personnage est intéressant et touchant, ce personnage qui veut continuer à propager l'énergie des années folles, qui veut continuer à rêver et à offrir ses rêves au monde, alors que le monde, au moment où commence le long métrage, rentre tout juste dans la période de la Grande Dépression, qui s'est étendue de 1929 à 1939, une période extrêmement sombre pour l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, cette période de la Grande Dépression est très bien mise en image au tout début du long métrage, avec un enchaînement de plans montrant la misère de plus en plus s'installer, et le fait que le personnage de Carl Denham soit aussi bien installé et aussi fascinant dans le contraste qu'il impose dès qu'il est là par rapport à l'époque dans laquelle
qualité de vie, c'est parce que à la mise en scène, l'arrivée du personnage est extrêmement bien amenée. On passe d'une mise en scène extrêmement statique, tentant même de créer des sortes de peintures représentant l'époque de la Grande Dépression durant les 2 premières minutes, à une mise en scène des plus vivantes dès que le personnage rentre dans le cadre. La mise en scène nous annonce intelligemment et clairement que Karl Dinham et ce mouvement, et ce geste de rêve ou de destruction issu des années folles qui va parcourir une période de la Grande Dépression au fur et à mesure du long métrage. Le temps file, mais n'a pas d'emprise sur lui. C'est lui qui va vouloir avoir une emprise sur le temps, ce qui pose également intelligemment le côté mégalomane du personnage. Et pour continuer sur les contrastes forts, c'est donc très intelligent de mettre le personnage de Karl Dinham face au personnage de Anne Darrow. Le personnage de Anne Darrow qui, lui, pour le coup, ressent l'emprise du temps et complètement dépassé par les événements. Le personnage de Anne Darrow, pour qui son rêve s'enfuit de plus en plus loin, pour laisser place à un cauchemar insidieux et de plus en plus permanent dû à la situation actuelle. C'est donc logique que quand elle fait face au personnage de Karl Dinham qui lui promet la résurgence de son rêve, eh bien elle décide d'embarquer dans sa folle aventure. Je trouve ça vraiment captivant, fort, dramatique et touchant la façon dont on nous montre au travers du personnage de Anne Darrow et les événements qu'elle va vivre durant cette introduction, la façon dont à cette époque l'art se mourait de plus en plus pour laisser place à un capitalisme crasseux. Le capitalisme qui va évidemment être un gros sujet du long métrage. Du coup, en seulement 15 minutes de film, on a énormément de points cruciaux pour l'œuvre qui sont parfaitement posés. On a la quête du personnage de Karl Dinham, on a son état d'esprit, on a la même chose pour le personnage de Anne Darrow, on a le commencement d'un propos sur la mort de l'art au profit d'un capitalisme dégueu, les personnages à l'écriture sont parfaitement liés à ce niveau-là, et on a également le retour de l'envergure visuelle de Peter Jackson qui, dès les 5 premières minutes, nous en met plein la rétine. Donc oui, film, je veux embarquer avec toi dans cette folle aventure car elle promet d'être absolument épique de bout en bout. Et d'ailleurs, les Illustros, dans un film d'aventure, ce qui est important, c'est de ressentir l'aspect aventure. Allez, à bientôt pour des explications creuses. Non, plus sérieusement, si je souligne ceci, c'est parce que j'ai vu un grand nombre de films d'aventure où je ne ressentais à aucun moment l'aspect aventure, car il y avait un cruel manque de mise en scène évocatrice ou encore de bande originale marquante. Et là, ce n'est pas le cas, parce que au moment où arrivent Anne et Karl à l'embarcation, tout de suite, le rêve, l'aspect aventure se met en place de la plus belle des manières. J'aime notamment beaucoup le travail du flou dans cette séquence. Je parle évidemment du flou d'arrière-plan, qui va donner comme aspect à ce lieu un côté cocon, complètement hors du temps, complètement en dehors de ce qui est en train de se passer de véritablement dramatique dans le reste du monde. Ici, les lumières permanentes de la ville de New York ne sont plus source de stress, mais bel et bien d'émerveillement, que ce soit pour le spectateur, mais également pour les personnages du récit. Car oui, avec ce travail sur le flou d'arrière-plan, eh bien, ces lumières ne font que dessiner intelligemment cette grande figure qu'est le bateau Venture, une véritable promesse d'aventure qui est sacrément bien iconisée par Peter Jackson et toute son équipe. On peut également remarquer la forte présence de la couleur bleue dans l'image, cette forte présence qui ne résonne pas du tout pareil que la couleur bleue qui était présente durant les plans d'introduction du long métrage montrant la misère durant la Grande Dépression. Là, la couleur bleue était froide, était maussade. Maintenant, elle est plus synonyme de chaleur et d'émerveillement. Encore une fois, un très beau travail de photographie. Durant cette séquence, on va également découvrir des nouveaux personnages qui vont être très importants pour la suite de l'histoire, et encore une fois, ces personnages et leurs quêtes sont très bien posés, et ce qui est vraiment intéressant dans toutes les scènes de dialogue entre Karl et ses personnages, c'est que ça va être vachement malin à l'écriture, parce que ça va réussir à développer subtilement les nouveaux personnages, mais également continuer toujours de manière subtile le développement de Karl, montrer son côté beaucoup plus manipulateur, beaucoup plus flou que prévu, ce qui nous sort de notre zone de confort et crée un suspense intelligent pour la suite. Ça nous donne automatiquement envie de découvrir ce qui va se passer après. Sacré bon sang! Et d'ailleurs, ce qui va se passer ensuite, c'est très agréable pour le spectateur parce que ça se fait de plus en plus rare au cinéma. Le film
va prendre le temps de poser des nouveaux personnages, de développer ceux qui ont déjà été posés, puis de développer ceux qui viennent d'être posés. Ça fait plaisir, un long métrage qui prend le temps de construire de bonnes caractérisations de personnages, de bons dilemmes qui vont servir dans la suite de l'histoire. Ça va paraître ultra boomer ce que je vais dire, mais en soi, j'en ai un peu rien à foutre, parce que c'est ce que je pense. Je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de films, notamment à gros budget, qui ne se reposent que sur l'appréciation qu'ont les spectateurs et spectatrices pour certains acteurs et actrices, mais qui ne pensent jamais à offrir une bonne caractérisation de personnage. C'est-à-dire que, par exemple, Jack Black dans King Kong n'est pas Jack Black, il est Carl Dinham. Alors que Jack Black dans Minecraft, il est pas Steve, il est Jack Black. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce qu'entre les deux parties de King Kong, j'ai eu l'extrême chance de voir Minecraft. L'extrême chance. L'extrême désespoir, plutôt. Mais donc, pour revenir à toute cette partie sur le bateau dans le film King Kong, elle est vachement intéressante, notamment pour ce qui est de tout le terrain de jeu qu'offre Peter Jackson à ses acteurs et actrices, en mettant par exemple Jack Black un peu plus de côté, mais en mettant beaucoup plus en avant le personnage interprété par Jamie Bell. Jamie Bell, un acteur moins connu, mais tout aussi convaincant. C'est tout bête, mais toute cette partie sur le bateau montre que King Kong de Peter Jackson est là pour avant tout faire du cinéma. C'est pas un film qui a été réfléchi par rapport à la popularité de ses acteurs et actrices. Alors ok, Jack Black était peut-être un peu moins populaire à l'époque que maintenant, mais il y avait quand même Adrian Brody au casting qui venait de gagner un Oscar, et pourtant, il est pas tout le temps mis en avant durant cette partie-là, mais également durant le film. Les acteurs et actrices de ce long métrage sont là pour interpréter des personnages qui ont tous et toutes la même importance. Ils ne sont pas là pour se servir de leur cote de popularité. Durant cette partie-là, on va avoir le droit à une scène au ton humoristique qui nous montre notamment la rivalité entre scénaristes et acteurs pour casser un petit peu le côté rêve du cinéma où tout le monde s'entend bien. Non, c'est évidemment pas le cas et c'est toujours bon de le rappeler. Surtout que là, c'est rappelé de manière assez maligne, parce que c'est humoristique et ça développe une certaine rivalité entre le personnage de Adrian Brody et le personnage de Kyle Chandler, à savoir Bruce Baxter, qui est un acteur dans le long métrage, et il va avoir un début de développement lors de cette séquence humoristique. Adrian Brody qui va lui faire comprendre que les acteurs, ils sont bien gentils à faire les beaux, à faire les courageux dans les longs métrages dans lesquels ils jouent, mais est-ce que dans une situation extrême appartenant à la vraie vie, ils seraient aussi courageux ? Ce développement est bien posé, va être bien développé dans la suite du long métrage et va trouver une finalité. En fait, toute cette partie du long métrage va nous permettre à nous spectateurs de nous rendre compte à quel point le film est extrêmement bien construit, extrêmement complet, extrêmement fluide à l'écriture, et c'est vachement agréable. C'est-à-dire que tout ce qui est dit par les personnages dans ce film a une importance, va rappeler quelque chose du passé ou va créer un appel à quelque chose du futur, que ça soit en termes de développement de protagonistes et d'antagonistes ou de développement de l'intrigue, mais sans jamais, et vous savez que j'adore dire ça, que le tout soit surexpliqué. Le cinéma, c'est du show don't tell, et ça, Peter Jackson, à la mise en scène, il l'a très bien compris, et ce depuis déjà pas mal de films. À la mise en scène, notamment quand est évoqué Skull Island, Peter Jackson va laisser une grande place à l'imaginaire du spectateur. Il va rendre ses protagonistes moins bavards pour que nous, spectateurs et spectatrices, nous nous posons le plus de questions, auxquelles on n'aura pas forcément de réponse tout de suite. Les réponses peuvent arriver bien plus tard dans le long métrage, mais justement, moi c'est ça que j'aime. Le cinéma, c'est la place de l'imaginaire. Un film, ça doit exister de manière différente dans l'esprit de chacun. C'est ça qui rend un film éternel, qui rend un film objet d'analyses diverses et passionnantes, ainsi qu'infinies. Ensuite, le film plonge dans une nouvelle partie que j'aime beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma de Peter Jackson, c'est également un cinéma de l'expérience, du ressentiment. C'est alors que cette nouvelle partie devient moins bavarde et commence par une séquence poétique absolument sublime. De toute manière, Peter Jackson l'avait prouvé avec Le Seigneur des Anneaux, la poésie, il gère grave. Surtout que la poésie dans King Kong, elle a un sens profond, notamment avec l'importance des imposants mais magnifiques couchers de soleil à chacune de ces scènes poétiques. Je développerai mon propos sur ces scènes poétiques un petit peu plus tard. J'ai toujours rêvé de faire mon feldup en mode on met ça de côté, on y revient dans 2 heures. Ça laisse droit devant.
Et alors, pour continuer sur ce côté cinéma de l'expérience et parler un petit peu du grandiose chez Peter Jackson une nouvelle fois, eh bien toute la séquence de l'arrivée à Skull Island prouve que Peter Jackson en a encore sous le capot. En a encore sous le capot, c'est pas une expression giga beauf que je viens d'utiliser là. Premièrement, ce que j'aime beaucoup lors de cette scène d'arrivée à Skull Island, c'est la façon que va avoir Peter Jackson de créer un très long mystère en faisant apparaître petit à petit derrière la brume des éléments de décor, inquiétants ou non. Ce qui va être très malin également à la mise en scène, c'est le fait que jusque-là, on se repérait parfaitement dans les espaces qui nous étaient présentés, car il y avait une très bonne spatialisation à la mise en scène. Et alors, ce qui est vraiment fort à la mise en scène une nouvelle fois, c'est que Peter Jackson, au lieu d'opter pour le choix facile, c'est-à-dire de briser d'un seul coup toute spatialisation pour qu'on ait l'impression d'être aussi perdu que les personnages du film, en fait, il va opter pour une dramaturgie à revers, c'est-à-dire que plus on avance dans la scène, plus le bateau se rapproche des côtes de Skull Island, eh bien, moins il y a de brume. Donc logiquement, les personnages et nous, on devrait plus se repérer, mais c'est pas le cas. Plus on avance, plus on plonge dans une incohérence volontaire, ce qui crée une première iconisation de Skull Island vraiment intéressante parce que c'est une réelle plongée dans l'étrange, dans le fantastique. Au découpage, les plans extrêmement larges deviennent soudainement de plus en plus petits et inversement, c'est un véritable tourbillon de l'enfer où les événements naturels ou surnaturels prennent le dessus. En termes d'imaginaire, ça convoque un côté très triangle des Bermudes, très Jules Verne et je trouve ça vachement appréciable. Et puis que ce soit à la photographie, au montage ou encore au son, il y a un gros travail pour que toi, spectateur, tu sois en totale immersion, que tu aies vraiment l'impression d'être avec ces personnages-là, dans ce pétrin-là, sur ce bateau-là. Juste après toute cette partie extrêmement énergique, on va avoir le droit tout naturellement à un temps de pause qui va laisser une grande place à la découverte de l'un des premiers pans de l'île de Skull Island. Et alors là, vas-y que je te fais péter les décors somptueux, les plans extrêmement larges au cadrage intelligent pour bien iconiser le tout. Ce que j'aime beaucoup avec ces décors, c'est que même si évidemment ils sont remplis de numérique, eh bien tu ressens quand même toutes les histoires qu'ils portent, ils sont palpables. Et ça, c'est pour une bonne raison que j'ai abordée dans la première partie de ce podcast, c'est tout simplement parce que Peter Jackson et son équipe ont toujours été intelligents et assidus en termes de technique. Va s'enchaîner à cette partie plutôt calme, une partie plutôt nerveuse, n'est-il pas, où nous allons rencontrer, tout comme les personnages, le peuple humain de Skull Island. Et cette partie est sans aucun doute l'une des parties que je préfère du long métrage parce que, en termes de mise en scène, elle retourne un petit peu aux sources de Peter Jackson, un petit peu à ce qu'il faisait dans Bad Taste ou encore dans Brain Dead. Et ça, premièrement, c'est vachement appréciable parce que ça montre encore une fois que Peter Jackson, c'est pas parce qu'il a un gros budget entre les bras et un gros studio derrière lui qu'il a perdu sa liberté créative. Non. Et deuxièmement, c'est-à-dire que pour représenter l'angoisse des personnages dans cette situation, la caméra va passer son temps à se tordre dans tous les sens. Il va y avoir des plans extrêmement nerveux, extrêmement saccadés en termes de frame, on ne va plus être en 24 images par seconde. Et d'ailleurs, tous ces éléments de mise en scène mariés entre eux et plus particulièrement le changement de frame, ça démontre d'une très bonne narration visuelle de la part de Peter Jackson. On ressent très bien le choc qu'il y a durant cette rencontre entre une civilisation dite moderne et une civilisation bien plus ancienne. C'est comme si le temps se mettait à paniquer et cherchait à s'arrêter. C'est vachement malin, premièrement parce que ça nous offre une séquence vraiment marquante de par son angoisse palpable, et deuxièmement parce que ça crée une nouvelle fois une plongée dans l'étrange, donc ça sert une nouvelle fois l'iconisation de Skull Island, alors qu'en soi, on n'a même pas encore vu King Kong, alors qu'on est à plus d'une heure de long métrage. Mais justement, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me passionne avec le King Kong de Peter Jackson, c'est à quel point c'est un long métrage qui prend son temps de tout bien développer, tout bien iconiser pour qu'on ressorte du film en se disant « Waouh, quelle expérience de cinéma riche et marquante !» Et le mieux dans tout ça, les Illustros, c'est que même si oui, ça prend vachement son temps, on ne s'ennuie à aucun moment. Tant la dramaturgie, notamment des scènes d'angoisse ou de grands spectacles, est en permanence renouvelée pour plonger dans un nouveau style de film, nous offrir une nouvelle lecture qui sera fascinante à chaque fois parce qu'elle sera bien menée de bout en bout. C'est en ça que ça fait très Jules Verne en fait, c'est ce côté
Mélange des genres, mais ce côté mélange des genres qui fonctionne du feu de Dieu, parce que les transitions entre les genres sont toujours appliquées. Et surtout, par exemple, la scène de rencontre entre les deux peuples, pour moi, c'est une scène qui s'apparente à une scène d'un film d'horreur. Et il va y avoir une autre scène dans le long métrage plus tard qui s'apparentera à une scène de film d'horreur, mais qui n'aura pas du tout le même aspect, pas du tout la même ambiance. On plongera une nouvelle fois dans un autre style. Et j'ai très hâte de vous parler de cette scène-là d'ailleurs, parce que cette scène m'a traumatisé et je pense qu'elle a traumatisé toute une génération. Ensuite, on a la fameuse scène de la première entrée de King Kong dans le long métrage, fameuse scène qui va d'abord s'entamer par un rituel de la part du peuple qui existe sur Skull Island. Et là aussi, on est dans un côté aventure très old school qui me plaît particulièrement. Et puis, Dieu que c'est épique, quoi. Peter Jackson, encore une fois, décide de faire péter ces sacrés plans larges qui sont extrêmement bien composés, le tout accompagné du rituel, de tambours. Non, vraiment, ça marche du feu de Dieu et je pense que King Kong au cinéma... Alors, je n'ai pas vu tous les longs métrages King Kong qui existent. Par exemple, j'ai pas vu le tout premier long métrage King Kong qui est sorti. Ça, je l'avais mentionné dans la première partie de ce podcast. Par contre, j'ai quand même vu quelques-uns longs métrages King Kong et de tous ceux que j'ai vus, c'est clairement la meilleure entrée de la créature de King Kong. La montée crescendo de la scène n'est qu'efficacité. Le suspense est excellent, notamment sur la découverte de la taille de ce King Kong, parce que, bien entendu, que King Kong a toujours été immense, mais il a quand même eu des tailles différentes au cinéma, et là, on va te montrer à quel point il est balèze, qu'au travers de certaines parties de son corps qu'on va mettre en parallèle du corps de Anne Darrow. Et oui, il est balèze, mais à quel point? Ça, on le saura un petit peu après. Pareil, en termes de dramaturgie, c'est super une nouvelle fois. Le trépied et tout le stock de pellicules. Vous voulez la lentille 6? Le grand angle fera l'affaire. Aussi, comme vous pouvez l'entendre depuis le début de ce podcast, à chaque fois qu'il y a un extrait du film, il est en version française, parce que je dois dire que je trouve la VF du long métrage absolument excellente de bout en bout. Ce qui me permet de dire, enfin de redire, parce qu'il me semble que j'ai déjà abordé ce sujet sur la chaîne, ça devait être dans un épisode du petit podcast, bref, la VF c'est super, c'est absolument nécessaire, ça permet à un grand nombre de personnes de découvrir des films qu'ils n'auraient pas découvert sinon. La VF est une gigantesque porte d'entrée vers la cinéphilie. Personnellement, j'ai commencé ma cinéphilie grâce à la VF, grâce à de très bonnes VF même. Faut arrêter de penser que dès que c'est en VF, c'est mauvais, et dès que c'est en VO, c'est mieux. C'est faux. J'en ai marre de voir ce débat sur les réseaux sociaux, pro-VO ou pro-VF. Pourquoi on n'aimerait pas les deux? Ça ne sert à rien de créer des guerres aussi factices qui ne sont que des pertes de temps. Et puis même, allez, s'il y a des personnes qui pensent que la VF c'est superflu, déjà c'est faux, mais en plus de ça, je les invite à se cultiver sur l'histoire de la VF, qui est vraiment passionnante de bout en bout. On a la chance, que dis-je, on a l'immense chance d'avoir depuis quelques années en France, notamment sur YouTube, grand nombre de comédiens, comédiennes de doublage français qui se mettent de plus en plus en avant, qui expliquent leur travail, leur technique, et ce de manière super accessible et passionnante. Le doublage FR est un super métier, extrêmement important, qui est malheureusement menacé actuellement par l'arrivée extrêmement rapide et néfaste de l'intelligence artificielle. Et contre cette arrivée inquiétante, grand nombre de comédiens et de comédiennes de doublage français se sont unis avec Touche pas à ma VF. C'est un mouvement extrêmement important qu'il faut suivre, qu'il faut partager. Il y a notamment Brigitte Lecordier qui en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir ce qu'elle dit, c'est extrêmement intéressant, et même plus qu'intéressant, c'est nécessaire en fait. L'IA ne doit absolument pas remplacer l'être humain. C'est même vital. Même moi, parfois, je me dis que je partage pas assez de contenu sur Touche pas à ma VF. Et je vais partager de plus en plus parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est un sujet qu'il ne faut pas laisser de côté. Bref, la VF, c'est important, c'est à soutenir. Bien entendu, le lien de la pétition est en description. N'hésitez pas à aller la signer. C'était la petite aparté de cet épisode. Maintenant, on retourne à King Kong. Maintenant, les Illustros, nous arrivons au moment où la joyeuse troupe, portée par Jack Black mais également Adrian Brody, s'enfonce de plus en plus dans les entrailles de Skull Island pour essayer de sauver Naomi Watts, aka Anne Darrow, qui a été kidnappée par King Kong. C'est quoi ça? On est où là? C'est une véritable singerie! Voilà, c'était la blague de ce podcast.
Une blague qui a sûrement déjà été faite plein de fois et qui est pas si drôle. Je ressens le bide là, c'est violent. Bon, concernant toutes les aventures que vont vivre les protagonistes de l'histoire au sein de Skull Island, je ne vais me concentrer assez longuement que sur 3. Mais juste avant, je vais en parler d'une autre assez rapidement. Je vais évidemment parler de la séquence de course avec les brontosaures, qui est une séquence que beaucoup de personnes adorent et je comprends parfaitement pourquoi. Moi aussi, je l'aime vraiment bien, juste je trouve qu'elle a pris, pour le coup, un sacré coup de vieux dans la gueule en termes de technique. Ce qui ne veut pas dire que la technique à l'époque n'était pas somptueuse. Mais actuellement, la regarder, ouais, c'est un petit peu compliqué, surtout en ce qui concerne les incrustations. Après, si je dois être honnête, bien entendu que la scène reste bonne, notamment en termes d'évolution dramaturgique et concernant le fait que, à tout moment, un des personnages que tu suis depuis le début peut se faire écraser, que ça soit un personnage important ou moins important. Il y a un réel suspense qui est vraiment bien tenu tout du long, et Peter Jackson a eu l'intelligence d'utiliser des dinosaures qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir courir, ou en tout cas véritablement en mouvement au cinéma. Les brontosaures, même dans Jurassic Park, ils sont assez statiques, quoi. Non, moi je veux absolument vous parler de la séquence qui a traumatisé toute une génération, je pense, j'en suis même sûr, à savoir la séquence des vilaines bébêtes dans la crevasse. Voilà, je vais parler de cette séquence qui, je ne sais pas pourquoi, fut une époque, elle tournait en permanence sur YouTube. Ou alors, c'est moi qui ai fait un rêve où elle tournait en permanence sur YouTube, je ne sais pas, mais je pense que même si vous n'avez pas vu King Kong de Peter Jackson, vous avez déjà vu cette séquence ou entendu parler de cette séquence. Pour la simple et bonne raison que cette séquence, au-delà d'être excellente en tout point, est tout simplement la séquence la plus terrifiante du long métrage. Voilà, les personnages sont littéralement dans ce qu'on pourrait appeler l'enfer de Skull Island. Et je ne dis pas enfer de Skull Island pour rien, les Illustros, il y a une véritable allégorie à la mise en scène qui est très claire. Dans l'esprit collectif, l'enfer, c'est vraiment très en dessous de nous, et là on va suivre des personnages qui vont littéralement tomber de plus en plus bas pour finir presque au noyau de Skull Island, à l'endroit où il n'y a presque plus aucun rayon de soleil, et c'est à cet endroit que les bêtes de Skull Island, aka les bêtes de l'enfer, vont commencer à te torturer, te dévorer. En termes de tension, la scène elle est palpable, et alors ce qui me fait marrer, c'est que les personnes qui ont bossé sur King Kong, elles ont vraiment décidé de concevoir les créatures par rapport à tout ce que l'être humain déteste, mais viscéralement. C'est des créatures qui rampent, ou alors qui sortent de trous sans prévenir, des créatures qui sont luisantes, gluantes, qui ont une forme commune, mais en même temps non. Bref, c'est... En fait, quand on regarde ces créatures, on a l'impression d'être dans l'Uncanny Valley, mais pour le coup, c'est positif. Pour ceux ou celles qui se demandent ce qu'est l'Uncanny Valley ou Vallée de l'étrange en français, eh bien, vous allez le savoir grâce à Wikipédia. Oh, faut pas que j'oublie de créer le fameux jingle Merci Wikipédia dont j'avais parlé dans un épisode du petit podcast, je crois. Je vais le créer, ça va être absolument génial. Mais donc, la Vallée de l'étrange ou Vallée dérangeante, de l'anglais Uncanny Valley, est une théorie du roboticien japonais Masahiro Mori, publiée pour la première fois en 1970, selon laquelle plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses, de sorte que lorsque le niveau d'imitation humaine dépasse un seuil, cela déclenche un fort rejet avant que l'acceptation remonte à un seuil plus élevé de réalisme. Entre les deux se situerait cette vallée. Ce que votre illustre connu va traduire par quelque chose qui nous semble extrêmement commun, mais il y a 2-3 éléments qui nous perturbent, et ils nous perturbent extrêmement fort. Vous avez peut-être ressenti ça au cinéma lors de recréation par ordinateur d'acteurs ou actrices décédés, ou lors de rajeunissement d'acteurs et actrices. Je sais par exemple qu'à l'époque, en 2016, à la sortie de Rogue One, A Star Wars Story, pas mal de personnes avaient été dérangées par l'aspect du rajeunissement numérique de la princesse Leia. Et je comprends, je comprends en vrai. Sinon, pour revenir à cette fameuse séquence de l'enfer, moi ce qui m'a surtout énormément marqué, c'est le travail sonore qui est formidable. Je sais plus qui avait dit ça dans un podcast que j'avais écouté il y a de ça bien 2-3 ans, et j'avais trouvé ça super intéressant ce qui était dit. En gros, quand tu regardes un film qui fait peur quand t'es gamin, ce qui va avoir plus tendance à t'effrayer, c'est pas forcément les images, contrairement à ce qu'on pense, mais c'est le son. Et c'est vrai.
Parce que moi, je me souviens, par exemple, que quand j'ai découvert La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe, super film, soit dit en passant, n'hésitez pas à le voir, eh bien, j'avais 9 ans, et dans le long métrage, faut savoir qu'à un moment, La Dame en Noir, elle pousse un hurlement qui ressemble à un cri de cochon. Voilà, je sais pas trop comment le décrire sinon. Et alors, me demandez pas pourquoi, je n'ai toujours pas d'explication, mais la nuit que j'ai passée après était absolument affreuse. J'étais terrifié, parce que la tuyauterie de là où j'étais faisait exactement le même bruit que le cri de La Dame en Noir. Une tuyauterie qui fait un bruit de cochon qui crie. On est où là? Et ce qui est vachement fort avec la séquence des insectes dans King Kong, c'est que, premièrement, il n'y a pas de musique. Ou alors, si, il y a une musique, mais c'est pas vraiment une musique. En fait, on dirait plus un long soupir d'agonie, ce qui n'aide pas vraiment à ne pas être terrifié, quoi. Et je vous invite à faire quelque chose, si vous avez déjà vu le long métrage, c'est de vous repasser cette scène-là avec un bon système son, mais sans la regarder. Parce que vous allez voir qu'avec tous les cliquetis des insectes et les hurlements qui résonnent dans les parois des personnages qui se font dévorer de plus en plus, c'est terrifiant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est terrifiant. Et évidemment, une nouvelle fois, cette séquence des insectes pour Peter Jackie. Tiens, ça faisait longtemps que je l'avais pas appelé Peter Jackie. Je me demande même si dans cet épisode, je l'ai appelé une fois Peter Jackie avant maintenant. Bref, cette séquence avec les insectes, c'est une nouvelle fois un véritable retour aux sources à la mise en scène pour Peter Jackson, puisqu'il est clairement en train de faire ce qu'il faisait dans Bad Taste ou encore Brain Dead, c'est-à-dire créer des créatures absolument immondes, des créatures qui vont s'en prendre à ses protagonistes, et lui, eh bien, il va se marrer comme un fou avec la caméra pour les filmer et rendre le tout le plus dérangeant, le plus crade. J'ai vraiment l'impression que le premier truc auquel Peter Jackie a pensé en planchant sur son projet King Kong, c'est « Ah mais moi je veux ma scène avec mes bébêtes dégueulasses, s'il y a pas, je fais pas, moi je veux ça. » Et écoutez, il a eu bien raison. Écoutez, maintenant il faut quand même parler du personnage de Naomi Watts, à savoir Anne Darrow, parce que à elle aussi il lui arrive des aventures extraordinaires auxquelles j'ai pas trop envie de participer. J'ai pas trop envie de me faire pourchasser par 2 T-Rex, voilà, ce serait un mauvais dimanche. Et cette séquence où Anne Darrow se fait poursuivre par ces fameux T-Rex et où King Kong essaye de la sauver est tout bonnement géniale, encore une fois. Premièrement parce que, une nouvelle fois, en termes d'évolution dramaturgique, la séquence est absolument parfaite de bout en bout. De toute façon, ce n'est pas une surprise, j'en ai déjà parlé plus tôt dans ce podcast, Peter Jackson, en termes de construction de dramaturgie, c'est un chef absolu. Là, lors de cette séquence, il s'assure qu'à la fin, on soit tout aussi essoufflé que Anne Darrow. Parce que ce qui est intéressant avec cette séquence en premier lieu, c'est de la mettre en parallèle avec la précédente séquence contenant des dinosaures, à savoir la séquence dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. Dans cette séquence-là, si je dois utiliser une métaphore dont je ne suis absolument pas sûr, Peter Jackson nous amenait tous les ingrédients que contenait cette séquence directement sur un plateau dès le début. Puis, il s'amusait à retirer petit à petit les ingrédients du plateau, ce qui crée une séquence avec une construction dramaturgique à revers, et c'était vachement intéressant. Mais là, ce qui est fort en termes de renouvellement, c'est que cette fois-ci, il nous apporte un plateau plutôt vide dans un premier temps pour ensuite mettre petit à petit de nouveaux ingrédients sans que ça nous paraisse bourratif parce que la réinvention du plat je sais pas ce que je suis en train de raconter la réinvention et le rythme durant cette séquence sont tout simplement sacrément tenus. En plus du fait que cette séquence crée donc un rappel intelligent à la précédente séquence contenant des dinosaures. Il y a une véritable narration dans ce long métrage qui est de qualité. Et puis cette séquence, dans un premier temps, va endurcir le personnage de Anne Darrow, lui donner plus de profondeur, ce qui est vachement appréciable. Et dans un deuxième temps, eh bien, elle va surtout présenter, iconiser pleinement la créature de King Kong. Ça y est, enfin, dans ce podcast sur King Kong, au bout de 47 minutes, je parle de la créature de King Kong. Et alors, que vaut ce rendu précis de King Kong? Eh bien, tout d'abord, je le trouve parfaitement iconisé tout le long du long métrage. Il a grand nombre de scènes épiques, mais également grand nombre de scènes qui vont plus se pencher sur ses sentiments. Je vais parler d'ailleurs d'une de ces scènes un petit peu après. C'est des scènes qui, à chaque fois, sont extrêmement bien travaillées en termes de visuel, de narration. Et ce King Kong, visuellement, justement, en termes d'effets spéciaux, que vaut-il? Eh bien, encore aujourd'hui, je trouve que le travail qui a été accompli par Andy Serkis et les équipes des effets spéciaux du film est absolument époustouflant. Honnêtement, je trouve que ce King Kong n'a pas pris
une ride dans la gueule. C'est-à-dire que quand tu te concentres sur ses regards, sur ses mouvements ou encore sur la texture de ses poils, tu sens que l'équipe des effets spéciaux derrière son apparence s'est vraiment cassé la gueule pour que son rendu reste à jamais de qualité dans le temps. On ressent encore une fois la passion de la technique de la part de Peter Jackson, sa volonté de l'amener encore plus loin, sa volonté de véritablement raconter quelque chose avec, tout particulièrement quand on se concentre sur la manière dont la lumière à Skull Island se reflète sur la créature et la lumière à New York se reflète sur la créature. Je vais m'expliquer. Ça se joue vraiment à peu de choses, mais ça prouve par A plus B que Peter Jackson, la technique pour lui, c'est vraiment une manière de raconter quelque chose en plus dans son film, sur son histoire. C'est-à-dire que quand on regarde la créature de King Kong errer dans Skull Island, eh bien, elle paraît parfaitement incrustée, parfaitement liée à cet univers fantastique. Mais une fois que la créature est à New York, la lumière va entre guillemets moins bien se réfléchir sur lui, plus le découper, plus le mettre vraiment extérieur à ce monde très réaliste, très froid, très lugubre de la Grande Dépression. Ça appuie vraiment le contraste de façon intelligente, ça montre à quel point le personnage de King Kong est isolé dans ce nouveau monde. C'est tout bête, mais fallait y penser. Peter Jackson et son équipe y ont pensé, et encore une fois, ça sert la narration d'une des plus belles manières. Et je n'ai pas dit personnage de King Kong pour rien, les Illustros, puisque là aussi, une grande force du long métrage, c'est d'offrir une parfaite caractérisation à la créature de King Kong, lui offrir un développement, lui offrir des émotions, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Kong Skull Island. Voilà, un film que j'aime pas beaucoup, notamment parce que je ressens pas beaucoup de choses pour la créature de King Kong ou même les autres personnages. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En l'occurrence, dans le King Kong de Peter Jackson, le personnage de King Kong va se voir offrir de très belles scènes de poésie où ses émotions vont être creusées en profondeur. Très belle scène de poésie qu'il partage avec Anne Darrow, et je vais vous parler d'une de ces scènes tout de suite parce que je trouve que dans son propos, elle est absolument magnifique. Cette fameuse scène entre Anne Darrow et King Kong face au coucher de soleil, je trouve cette scène absolument magnifique, je n'ai revu que quelques secondes et j'ai déjà les frissons. Parce que, premièrement, c'est dans cette scène que le personnage de Anne Darrow va véritablement se révéler au grand jour pour moi, sans mauvais jeu de mots. Le personnage de Anne Darrow qui, en début de long métrage, on le rappelle, est complètement fauchée et malheureuse, et décide de s'engager dans la folle aventure de Carl Dinham pour une dernière tentative de faire partie de l'art. Et c'est au moment où elle arrive en jonglant, donc en créant quelque chose qui peut s'assimiler à de l'artistique, quelque chose qui va procurer de l'émotion pour le personnage de King Kong qui est en train de regarder le coucher de soleil, que le personnage de Anne Darrow se révèle véritablement pour moi. En fait, Anne Darrow n'essaye pas de faire partie de l'art, au final, Anne Darrow est l'art. Elle est cette quête de beauté, cette quête d'émotion, cette quête d'inventivité. Elle est cet art qui se meurt de plus en plus à petit feu lors de cette période très sombre de l'humanité. En témoigne le fait que cette séquence se passe devant un coucher de soleil. Ce coucher de soleil qui représente pour moi, mais également pour Anne Darrow, les dernières lueurs d'un monde merveilleux, d'un monde artistique qui désormais ne sera plus. Et deuxièmement, dans cette séquence est évidemment travaillée la relation entre Anne Darrow et King Kong, et surtout la profonde solitude, la profonde tristesse de King Kong. C'est un point qui a déjà été abordé dans d'autres longs métrages King Kong, mais je trouvais que c'était un peu traité par-dessus la jambe. Là, encore une fois, on est chez Peter Jackson, donc on prend le temps de développer le tout pour qu'on s'attache au tout. Et c'est vachement appréciable. Tout comme les partitions musicales de James Newton Howard. Et oui, allez, c'est parti, on fait un petit point musique, et bah écoutez, ça va être assez rapide, puisque je trouve cette bande originale absolument magistrale. Je n'arrête pas de l'écouter depuis que j'ai revu le film. Elle marie épique et poésie de la plus belle des manières. Je vais vous passer quelques petits morceaux. Voilà, une nouvelle fois de grandes partitions musicales par le grand James Newton Howard. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que vous êtes surpris, vous, tiens? Alors? Vous êtes surpris ou pas?
Ah oui, non, mince, c'est un podcast. Ah oui, vous pouvez pas répondre, c'est vrai. Je fais une spéciale dédicace à mon pote Mythos, avec qui j'ai enregistré un podcast il y a pas longtemps sur une série que lui et moi, on adore. Ce podcast va sortir dans pas longtemps, rassurez-vous. On ménage le suspense. Et Mythos, pourquoi je lui fais une dédicace? Parce que, eh bien, il adore les musiques de films. Voilà, Mythos, si tu écoutes ce podcast et que tu n'as pas vu King Kong de Peter Jackson, premièrement, n'hésite pas à le voir, et ensuite, n'hésite pas à aller écouter la musique du film, parce qu'elle est absolument magistrale, encore une fois. Sinon, pour revenir sur les personnages composant l'œuvre de Peter Jackson, comme dit plus bas, ils ont tous et toutes une trajectoire très bien travaillée, ils ont également tous et toutes une finalité qui est convaincante et satisfaisante pour le spectateur ou la spectatrice, mais le personnage sur lequel je vais plus me pencher en cette fin de podcast, c'est le personnage interprété par Jack Black, à savoir Carl Denham, dont j'avais déjà un petit peu parlé en début d'épisode. Personnage très intéressant d'entrée de jeu dans ce qu'il racontait, voilà, personnage sur lequel le temps n'a pas d'emprise, personnage qui n'accepte pas qu'on lui retire de force son art et ses rêves, puisqu'il s'était mis en tête de, à lui tout seul, refaire rêver l'humanité durant cette période très sombre grâce à la puissance de l'art. Eh bien ce personnage, à l'écriture, va se voir offrir une trajectoire étonnante, nihiliste, mais extrêmement utile pour le propos du long métrage, tant sa trajectoire est en parfaite adéquation avec la trajectoire d'un autre personnage, à savoir le personnage de Anne Darrow. Voilà, Anne Darrow qui souhaitait faire partie de l'art, mais qui au final se révèle être l'art à elle toute seule, c'est elle qui porte l'espoir dans le long métrage, alors que de base on aurait pu croire que Jack Black, enfin Carl Denham, allait également porter cet espoir artistique, allait faire perdurer ce rêve, et au final, non. Il va être la source destructrice de cet espoir, de ce rêve, de cet art, au profit d'un capitalisme qui va complètement le consumer. C'est dépeint de manière extrêmement maligne et puissante à l'écriture, mais également extrêmement bien joué par Jack Black. On ressent au fur et à mesure qu'on avance dans le long métrage le changement de personnalité vraiment sévère et inquiétant. Le personnage de Carl Denham va se révéler être la véritable créature monstrueuse du long métrage, créature monstrueuse du capitalisme, complètement déshumanisée, où pendant que sa caméra pense art, lui pense de plus en plus profit. Le personnage se révèle grand sauveur de cette période sombre de l'humanité par la puissance du rêve, et au final, il ne va que libérer la puissance du cauchemar, qui ne va faire qu'enfoncer tous les espoirs de l'humanité encore plus dans les abysses, comme en témoigne cette excellente et saisissante fin de long métrage. Carl Denham devient le véritable marchand de sable de la destruction par le capitalisme. Et waouh, on va dire que j'arrête tout de suite les métaphores avec les rêves, les cauchemars, les marchands de sable. Je ne sais pas si ça va véritablement quelque part, par contre, je suis sûr que vous avez capté ce que je voulais dire. Et donc voilà les illustros, on arrive donc à la fin du long métrage, au moment où King Kong est arrivé à New York, et alors que dire sur cette fin? Eh bien dans un premier temps, elle dure assez longtemps, elle dure bien 30-40 minutes, mais pour moi, une nouvelle fois, c'est parfaitement sensé, car il faut prendre le temps de remontrer, de redévelopper le choc entre deux mondes. C'est un climax extrêmement spectaculaire, Dieu que j'aurais aimé voir ça au cinéma. S'il reprogramme King Kong au cinéma dans pas longtemps, je peux vous dire que je vais foncer prendre mon billet pour la séance, parce que ce soit en termes de spectaculaire, d'épique, d'émotion, Peter Jackson, il a une nouvelle fois lâché les chiens à une vitesse inimaginable, et on a le droit également à une longue séquence à Central Park, sous la neige, à Noël, entre Anne Darrow et King Kong, une séquence qui est vraiment déchirante, parce qu'en même temps, elle sonne comme des retrouvailles très attendues, et un adieu qui lui est beaucoup moins attendu. C'est une séquence qui crée presque son propre cocon temporel dans lequel on aimerait rester de plus en plus longtemps, mais malheureusement, rien n'échappe au temps et rien n'échappe à la destruction dans ce film. Place à la scène culte, place à la montée de l'Empire State Building par King Kong accompagné de Anne Darrow pour qu'ils puissent contempler un dernier coucher de soleil ensemble, les dernières lueurs d'un temps passé, les dernières lueurs d'un espoir, les dernières lueurs d'un rêve qui quelques instants plus tard ne sera plus. King Kong meurt, un monde et ses histoires s'éteignent et un autre apparaît. Voilà. Qu'est-ce qu'on se marre, dis donc, elle est vraiment joyeuse cette fin de podcast, merci illustre connu.
Et donc voilà les Illustros, je pense en avoir fini avec cet épisode en 2 parties sur le long métrage King Kong de Peter Jackson. J'espère de tout cœur qu'ils vous auront plu, sachez que je me suis vraiment donné à fond pour qu'il soit le plus intéressant et divertissant possible. C'est un projet que j'ai décidé de lancer il y a peu de temps, j'avais besoin d'un gros projet dans lequel j'allais m'investir longuement, je savais même pas si j'allais arriver jusqu'au bout, et donc je suis content. Voilà, à l'heure où j'enregistre, là, je suis arrivé jusqu'au bout. C'est vraiment vers ce genre de contenu que je souhaite orienter la chaîne dans les futures années, c'est-à-dire prendre un film et en parler vraiment avec le plus de détails possible, le plus d'argumentation possible, pour espérer créer une émission qui va rester dans le temps. Voilà, que des personnes qui ont vu cette émission reviennent 2-3 mois après ou plus longtemps après pour la réécouter parce que dans cette émission en particulier, il y avait quelque chose d'unique par rapport à d'autres émissions que je peux réaliser sur la chaîne. J'espère être arrivé à réaliser cela. Donc voilà les Illustros, si vous n'avez pas encore eu la chance de voir King Kong de Peter Jackson, eh bien n'hésitez pas à aller le regarder, il me semble qu'il est disponible sur Max actuellement, et évidemment, je ne suis pas payé pour faire la promotion de Max, voilà, cela va de soi. Je pense que si on suit ce que fait Peter Jackson depuis ses débuts, c'est vraiment très compliqué de passer un mauvais moment devant son King Kong, parce que King Kong de Peter Jackson, c'est tout Peter Jackson. C'est tout Peter Jackson de A à Z. Et en plus, c'est tout en plus par moment, donc c'est encore mieux. Bref, j'ai adoré ce King Kong de Peter Jackson, mais je pense que ça, vous l'aviez déjà très bien compris. Pour moi, c'est un grand film. C'est un grand film que ce King Kong de Peter Jackson, et évidemment, je vous encourage à le découvrir ou à le revoir si vous l'avez pas vu depuis longtemps. Maintenant, je tiens plusieurs réseaux, notamment un Letterboxd, le tout est disponible en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent, et en plus, comme je l'ai dit plus bas, sur Letterboxd, je fais des reviews rigolotes, enfin j'espère qu'elles sont rigolotes, pitié, dites-moi qu'elles sont rigolotes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est en route vers les 1300. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir atteindre les 1300 avant mon anniversaire? Mon anniversaire, c'est le 5 mai. Ça va peut-être être un peu compliqué, mais écoutez, moi j'aime le rêve. Donc place au rêve. On va dire qu'on va atteindre les 1300 sur la chaîne avant le 5 mai. Bon, après, si on les atteint pas avant le 5 mai, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que plein d'autres épisodes d'Enfants du cinéma sont disponibles sur la chaîne. Il y a une playlist dédiée à tous les épisodes. Il y en a 25, je crois. La plupart sont avec King Tao, vu que je viens de lancer les hors-séries il y a peu. Et d'ailleurs, je vous dis à très bientôt. Enfin, King Tao et moi, on vous dit à très bientôt. On vous dit au 27 avril à 14h, puisqu'il y aura un nouvel épisode d'Enfants du cinéma centré sur Animalia qui sortira, un film qui nous a énormément intrigués et dont on voulait absolument vous parler. Enfin, c'est surtout moi qui voulais en parler. Il va y avoir également plusieurs épisodes sur le giallo, sur le slasher, sur le gore. Bref, restez connectés, il y a plein de trucs cool qui arrivent pour le podcast Enfants du cinéma. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Je vais peut-être aller à Skull Island, même si bon, apparemment ça s'est pas bien passé pour les personnes qui y sont allées. Mais bref, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!